comment, peu à peu, est-on arrivé à l'idée de paix? Vous vous rappelez ce que je vous disais tout à l'heure? Tout à l'heure, je vous disais, mais la paix n'a pas été définie dans la pensée classique. La paix, c'est l'entre-deux-guerres, c'est-à-dire la trêve. La paix, c'est la trêve entre deux guerres. Et puis, peu à peu, l'idée est intervenue. Elle est intervenue à travers 4 entrées possibles. Une entrée déjà très prudente, qui est le désarmement, la paix par le désarmement. Après, l'idée de paix positive, puis l'idée de diplomatie préventive, et enfin l'idée de sécurité humaine. Alors, essayons de voir ces 4 étapes. C'est presque chronologique comme succession. Premièrement, le désarmement. Alors, l'idée de désarmement, c'est une idée qui intervient assez tard. La première manifestation explicite d'une politique de désarmement, c'est l'extrême fin du XIXe siècle. C'est la conférence de La Haye en 1899 qui tentait la première expérience de désarmement à l'échelle européenne. Mais quand même, un petit mot sur la conférence de La Haye 1899, que vous avez sûrement étudié en détail dans vos cours d'histoire. Elle a été initiée par qui? Par le tsar Nicolas II, tsar de Russie. Pourquoi? Pour des raisons philanthropiques? Pas du tout. Parce que explicitement, Nicolas II percevait qu'une politique d'armement lui était trop coûteuse et qu'il ne pourrait pas supporter la concurrence des autres nations européennes. Donc, à l'initiative, à l'origine de l'idée de désarmement, un argument économique. Et cette idée à la vie dure, vous avez parlé des négociations SALT, puis des négociations START pendant la période donc de la coexistence pacifique, puis aussitôt après la chute du mur, c'était aussi des arguments économiques. C'est-à-dire, on limite les armements parce que la course aux armements va nous ruiner. Et la grande défaite de l'URSS dans les années 80, ça a été l'initiative de défense stratégique, c'est-à-dire la fameuse guerre des étoiles américaine que l'Union soviétique ne pouvait pas entreprendre parce qu'elle n'en avait pas les moyens financiers. Et c'est comme ça que, par chaos économique, les États-Unis ont gagné sur l'URSS. Donc, il y a quelque chose d'un peu pathétique de voir que cette idée de désarmement, qui va aboutir à un certain nombre de négociations qui n'auront jamais été miraculeuses, mais qui auront fait progresser l'idée de désarmement, correspond à une rationalité économique. C'est dire sa précarité, c'est dire son manque de sincérité. Et c'est dire que finalement, la paix, qui ne peut pas progresser cyniquement, n'a jamais pu véritablement se construire sur l'idée de désarmement. Sauf peut-être, et ça c'est à signaler, sur l'idée de désarmement régional. C'est-à-dire, vous avez un certain nombre d'accords régionaux de désarmement réel, alors quelquefois qui n'engagent pas à grand-chose. Par exemple, désarmement de l'Antarctique. Ce n'est pas une zone très peuplée. Désarmement des espaces extra-atmosphériques. Ce n'est pas non plus très peuplé, mais enfin quand même. C'est mieux de savoir que ce n'est pas une zone de confrontation incessante. Les fonds marins. Ou alors, plus sérieusement, ces politiques de désarmement qui ont abouti, notamment sur le plan de la dénucléarisation, à des résultats intéressants en Amérique latine. L'Amérique latine est une région dénucléarisée. Le Pacifique, qui est une région dénucléarisée, et en partie aussi l'Afrique. Je vous ferai remarquer que les régions les plus sensibles ne sont pas dénucléarisées, et notamment le Moyen-Orient. Et ce qui est assez piquant dans l'affaire du nucléaire iranien, c'est que si jamais l'Iran accédait au statut de puissance nucléaire, ce serait la deuxième puissance nucléaire du Moyen-Orient, la première étant déjà Israël. Il ne faut quand même pas l'oublier, notamment lorsqu'on tient des discours aussi définitifs que ceux qu'on peut entendre récemment sur le péril nucléaire iranien. Ce qui est en péril, c'est la non-dénucléarisation du Moyen-Orient, ce qui est une affaire beaucoup plus large. Donc ça, c'est une première avancée possible, mais dont je vous ai montré, je crois, les limites. La deuxième, c'est cette idée de paix positive. Alors là, c'est beaucoup plus
complexe parce qu'on est plus au niveau de la pensée qu'au niveau de l'action, même si l'une peut provoquer l'autre. C'est une idée qui a été lancée par le politiste américain Bruce Rosset et son fameux ouvrage « Grasping the Democratic Peace », je pense que vous comprenez ce que ça veut dire, « Principles for a Post-Cold War World », et l'autre, c'est le très grand politiste américain, professeur à Columbia, Michael Doyle, et l'un de ses célèbres ouvrages, Ways of War and Peace. Quelle est l'idée? C'est une idée qui finalement est assez ancienne, qui remonte déjà à Kant d'un certain point de vue et à la grande philosophie du XIXe siècle, qui consiste à dire que les démocraties ne se font pas la guerre entre elles et qu'une façon de positiver la paix, c'est de faire progresser la démocratie. Si on arrive à généraliser les régimes démocratiques, à les implanter partout dans le monde, on fera alors reculer sensiblement le risque de guerre. Pourquoi? Parce que les valeurs de la démocratie, les normes démocratiques, la culture démocratique s'opposent à l'usage de la force. Parce que les démocraties se ressemblent, ont le même système institutionnel, le même référentiel, comme on dit aujourd'hui, et par conséquent ne sont pas portés à s'opposer. Parce que dans les démocraties, les peuples sont actifs, exercent un contrôle sur les aventures risquées, scabreuses de leurs dirigeants. Parce que la démocratie, et ça c'est la vieille idée libérale, incite davantage à faire de l'échange, de la coopération, notamment économique, du commerce, que de la confrontation. Cette idée de paix démocratique, elle est bien sympathique, elle n'est pas pleinement convaincante. On peut pêle-mêle signaler que le seul usage qui a été fait de l'arme atomique est imputable à une démocratie. On peut rappeler que les démocraties se sont lancées à corps perdu dans les guerres coloniales, dont certaines ont été particulièrement sanglantes et douloureuses, de la guerre d'Algérie ou la guerre d'Indochine pour la France, la guerre du Vietnam, qui est une forme de guerre coloniale pour les États-Unis, et ainsi de suite. On peut rappeler qu'une démocratie comme Israël tient en position de soumission le peuple palestinien et n'est pas tellement enclin à s'orienter dans des politiques les plus pacifiques qui soient. On peut constater aussi, et cela est très gênant, que souvent les premières élections démocratiques dans des régimes autoritaires ont été des accélérateurs de guerre, puisque bien souvent, quand il y a antagonisme à l'intérieur des populations, les faire voter conduit ces populations à voter en faveur des partis les plus radicaux. C'est vrai, après les élections qui eurent lieu en Croatie en 1995, en Bosnie en 1996, mais aussi en Arménie au lendemain de l'indépendance de celle-ci. Donc, cette question reste encore pas mal discutée. Et la génération actuelle est un peu plus prudente, c'est-à-dire des auteurs comme Michael Doyle, par exemple, ne renoncent pas à faire valoir l'intérêt du facteur démocratique dans la promotion de la paix, mais va un peu plus loin en disant « Attendez, dans la paix positive, ce n'est pas seulement la démocratie qui opère, ce peut être aussi la promotion de valeurs telles que le débat public, la montée des opinions publiques en Europe en matière internationale est quelque chose de tout à fait remarquable. Regardez comment les opinions publiques, en 2003, se sont levées contre la guerre en Irak, 15 millions de personnes dans la rue, comment aussi c'est une pression de l'opinion publique qui a en quelque sorte conduit M. Cameron à renoncer à la guerre dans l'affaire par ailleurs criminelle de l'usage des armes chimiques par le régime de Damas. Donc, est-ce que c'est ça la paix positive de demain? C'est-à-dire l'activation des espaces publics nationaux, le débat, peut-être quelque chose d'un petit peu plus, qui est la prise en compte de l'altérité.
La vraie paix positive, mesdames et messieurs, c'est celle qui reconnaît à l'autre différent de soi le droit d'exister, le droit de dire son mot, le droit d'être autre chose qu'un figurant ou qu'un citoyen passif du système international. Ah, le jour où les diplomaties occidentales comprendront ça, on aura fait un grand pas vers la paix. Donc vous voyez, ce n'est pas la démocratie là, qui est déterminant, c'est savoir dépasser son arrogance, son instinct de supériorité sur d'autres peuples que l'on considère comme devant en quelque sorte suivre le jugement définitif qu'on porte sur eux. La diplomatie préventive. Alors ça, c'est un autre beau chapitre des relations internationales qui dit, mais dans le fond, la vraie paix, le vrai dépassement de la guerre, c'est prendre le mal à la racine, c'est-à-dire intervenir avant qu'il ne soit trop tard, intervenir sur les facteurs qui conduisent à la guerre pour qu'on n'arrive pas jusqu'à la guerre. Eh bien, cette idée, elle va commencer à poindre durant la guerre froide. Vous avez quelques initiatives dans le cadre des Nations Unies, comme par exemple sur la Nouvelle-Guinée occidentale, l'Irian, dans le conflit qui opposait à l'époque à l'Indonésie. Ça n'a pas vraiment été concluant. Et puis c'est surtout en sortant de la bipolarité, en sortant du conflit Est-Ouest que cette idée a été réactivée. À l'initiative de plusieurs des secrétaires généraux des Nations Unies, du secrétaire général qui était en poste au moment de la chute du mur, le péruvien Javier Pérez de Cuellar, puis qu'on oublie, d'ailleurs de manière très injuste, de son successeur, l'Égyptien Boutros Boutros-Ghali, dont vous avez, je pense, déjà entendu parler, et du très grand secrétaire général qui s'en est suivi, le Ghanéen Kofi Annan, qui tous les trois vont faire de la diplomatie préventive l'emblème d'une diplomatie active de paix. Et effectivement, vous avez dans cette ambiance euphorique de la chute du mur plusieurs initiatives. Vous avez la déclaration de la CSCE, la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, qui dit « mais attention, la meilleure façon d'éviter une reprise des tensions, voire des guerres en Europe, c'est de travailler sur le sort incertain et dangereux des minorités dans les pays européens. Par exemple, des minorités en Albanie, des minorités en Moldavie, des minorités en Hongrie, des minorités en Roumanie, des minorités en Slovaquie. » Dans le pacte de stabilité en Europe, qui a été signé à Istanbul en novembre 1999, mais que tout le monde a oublié, hélas, depuis, l'idée était de créer une sorte de surveillance, d'alerte permanente pour voir comment vont évoluer ces minorités, notamment dans les pays d'Europe centrale et d'Europe orientale, et d'intervenir de manière à ce qu'elles ne relancent pas un conflit de la nature de celui qu'on a connu en Yougoslavie. Est-ce qu'on a été plus loin ? C'est difficile de vous donner des résultats probants, parce que le grand malheur, mesdames et messieurs, de la diplomatie préventive, c'est qu'on ne peut jamais montrer son succès. Parce que le succès d'une diplomatie préventive, c'est quand la guerre n'éclate pas. Et si la guerre n'a pas éclaté, on peut toujours vous opposer que vous ne sauriez pas intervenir, elle n'aurait pas éclaté davantage. Et pour les mêmes raisons, les peuples n'aiment pas payer beaucoup pour les diplomaties préventives. À quoi sert de dépenser ces sous pour intervenir dans des situations qui, actuellement, ne sont pas des situations de guerre? Qui vous dira qu'elle aboutira à la guerre? Intervenir aujourd'hui dans le state building, dans la construction de l'État en Guinée, peut-être terrain d'effroyable guerre de demain, ou intervenir au Mozambique, où on voit à nouveau des frémissements belliqueux, payer sur l'argent du contribuable pour aménager l'État dans ces pays, est-ce que ça vaut le coup, puisqu'il n'y a pour l'instant aucune perte à déplorer? C'est peut-être là que la paix bloque.
C'est-à-dire on regarde et on prend en compte la question de la paix que lorsqu'on est déjà dans la guerre. La sécurité humaine, c'est bien le prolongement de l'idée de prévention. Parce que le génie de ceux qui ont inventé l'idée de sécurité humaine, je me réfère au rapport que je vous ai souvent cité du PNUD, du Programme des Nations Unies pour le Développement, 1994, ou de la belle commission sur la sécurité humaine qui a été traduite en français et éditée aux presses de Sciences Po, présidée cette commission par Madame Ogata, citoyenne japonaise, et Monsieur Amartya Sen, économiste prix Nobel indien. Eh bien, l'idée, c'est « free from fear », libérer les hommes de la peur. Ah, si on avait un emblème pour le cours d'espace mondial, c'est cette phrase qu'il faudrait utiliser. C'est-à-dire l'idée selon laquelle la vraie racine de la guerre, elle se trouve dans la peur des hommes et des femmes, bien entendu. Free from fear. Et what are the fears? Quelles sont les peurs? Insécurité alimentaire, insécurité sanitaire, insécurité environnementale, insécurité économique, insécurité culturelle, insécurité individuelle, insécurité politique. Eh bien, la paix, c'est en revanche l'addition de ces 7 sécurités. Vous voyez ce qui est intéressant, que je voudrais vous faire sentir à la fin de ce cours, c'est que autrefois, la sécurité n'existait que comme sécurité militaire. Et à ce moment-là, l'idée de paix n'existait pas, puisque c'était, comme je vous l'ai répété de maintes et maintes fois, l'absence de guerre. Aujourd'hui, que l'on sait élargir la notion de sécurité à des secteurs non militaires, on commence à percevoir ce que peut être vraiment la paix. C'est-à-dire libérer les êtres humains de cette insécurité permanente qui est la vraie source de guerre. Mesdames et messieurs, pourquoi croyez-vous que l'enfant soldat se batte sous les couleurs d'AQMI au Nord Mali? Parce qu'il a un mauvais ADN? Parce que c'est un bad guy? Parce que c'est un sale type? Parce que c'est un criminel? Parce que c'est un terroriste? Mais il n'en sait rien de tout ça. Il se bat parce qu'il croit, bêtement, je vous l'accorde, mais sincèrement, que c'est sa façon à lui de survivre, que c'est sa façon à lui de résister, de contenir, de se défendre contre les pathologies sociales qui l'accablent. Vous ne trouverez pas ça dans le Limousin ni en Basse-Normandie. C'est pour ça que la guerre aujourd'hui n'est plus une affaire de compétition de puissance, mais est une affaire de pathologie sociale. Il faut comprendre ça. Vous êtes les décideurs de demain. Je vous l'ai déjà dit, il y a sûrement parmi vous le futur président de la République. Il faut comprendre ça. Il faut comprendre, et c'est ça l'altérité comme source de paix, il faut comprendre que faire la paix aujourd'hui, ce n'est pas seulement définir l'équilibre de puissance entre des États militaires. Faire la paix aujourd'hui, c'est créer des conditions, un contexte dans lequel les individus puissent s'épanouir dans un jeu social qui ne soit plus un jeu criminel. La criminalisation du jeu social, c'est un fait de précarité, c'est un fait d'échec socio-économique, c'est un fait d'échec des sociétés. C'est ça, les nouveaux conflits aujourd'hui. Alors ça ne se combat pas à coups d'automitrailleuses, ni à coups de bombes atomiques. Ça se combat à coups de sécurité humaine. Sécurité humaine, c'est ça la paix. Je vous remercie et à lundi prochain.